SQC. Yes, sir. Puis êtes-vous capable de télécharger la présentation? Pas à date. J'essaie C'est votre encore. sœur, Ah, c'est un peu. c'est notre. Tiens, j'ai réglé ça. Ça va fonctionner. Éric, tu veux qu'on commence en même temps ou? Ouais? Oui, vas-y, vas-y. OK, donc combien d'entre vous ont déjà testé Adobe Aero? On lève la main, s'il vous plaît. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Est-ce que Sur... toi, quand t'envoyais ça, c'est déjà... probablement pour une demande que chez moi. Quand tu parles de tester, Johan, tu parles-tu de tester avoir créé quelque chose ou juste d'avoir participé à faire apparaître? Ben, d'avoir fait une expérience dans le OK. logiciel. Ouais. Toi aussi, hein? Ouais. Yes, c'est bon. Ça veut dire que la majorité des gens ici ont déjà travaillé avec ce logiciel. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble Adobe Aero, c'est quoi? En fait, rapidement, on va voir depuis combien de temps c'est sorti et puis c'est quoi les possibilités. On va regarder comment on peut travailler avec quel support. La nomenclature et l'organisation qui est très importante. Pascal l'a constaté dernièrement. Et bon, on va aussi comprendre qu'Adobe Aero, c'est un contenant. C'est un gros pot dans lequel on peut mettre des choses. L'espace de travail, les différentes façons de travailler avec l'ancrage, c'est-à-dire comment on va positionner les objets 3D, comment ils vont s'ancrer dans la réalité augmentée. Ensuite de ça, bon, les calques, les comportements, le partage. Et puis ben, à la fin, on va faire une petite démonstration et on pourra prendre des questions. Et puis après la rencontre, là, si jamais il y en a qui ont des problèmes plus spécifiques, on pourra les accompagner pour les aider dans leur projet. Tu es d'accord avec ça, Eric? Yes! Bon, alors Adobe Aero, ça existe déjà depuis 2018, en fait, l'annonce initiale du logiciel. Donc, ça fait déjà quelques années. Toujours en bêta public depuis ce temps-là. Donc, est-ce que tu peux me confirmer, dans le fond, Eric, sur Apple, est-ce qu'il est en bêta encore ou c'est une version officielle? C'est une version officielle vraiment, vraiment trippante. Aussi, là, c'est une autre façon de travailler. C'est semblable. Je vois un tutoriel qui s'en vient là, depuis un petit bout là-dessus là, sur Reality Composer. Ouais, mais Adobe Aero sur Apple est en version officielle, c'est ça que je veux dire. Ah C'est pas non, une bêta. non, bêta, C'est bêta. une bêta encore? Ouais, OK. Donc, depuis 2020, c'est une version qui est quand même assez complète, même si elle est encore en bêta. Compatible sur Mac, compatible sur PC, compatible sur iPhone, sur Android. Depuis 2023, on a la version bêta de la géolocalisation qui nous permet là, d'aller placer en partenariat avec Google Maps, en fait, des objets partout dans le monde, ce qui est vraiment très, très cool. Et puis, bon, on attend là, de voir si le logiciel va pas passer en version 1.0 dans les prochains mois, dans les prochaines années. On attend toujours de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais c'est toujours en bêta, c'est toujours gratuit Ouais. actuellement. C'est ça, Johan. Tu sais, la version bêta est accessible par tout le monde. Tu sais, ça prend un compte Creative Cloud, mais tu n'es pas obligé de payer pour avoir le gros package de Creative Cloud. Mais si elle passe en version officielle, ben, probablement qu'elle va switcher sur Creative Cloud. C'est bien ça? On ne sait pas encore. On n'a pas de nouvelles, donc on est en attente. Donc, à partir du Creative Cloud, vous pouvez aller dans la section 3D et réalité augmentée, et puis vous allez avoir accès à tous les outils en lien avec Substance 3D. Et vous allez avoir Adobe Aero version bêta qui est aussi dans cette section-là, que vous pouvez installer gratuitement. Vous pouvez vous connecter à Creative Cloud avec un compte Google aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont testé cette option-là. Moi, j'ai déjà un compte Creative Cloud, donc je passe par mon compte, là, mais
Est-ce qu'il y en a qui ont passé par la connexion Google pour faire ça? Oui, Pascal? Oui, Eric? Pascal, toi, tu as eu quelques petits ennuis qui se sont réglés, je pense. Toujours pas réglé, c'est probablement ça le problème. Je ne sais pas trop, là, mais non, c'est toujours pas réglé. Eric, toi, de ton côté, tu n'as pas eu de problème en te connectant avec Google. Ouais, mais je vois pas sur aucun site malveillant ou quelque chose comme ça. Pascal, c'est peut-être rapport à ça, là. Les avantages d'Adobe Aero, en gros, si on compare avec les autres, les forces et les avantages, donc pas de programmation, on a le créateur de comportement qui nous permet là, de faire plusieurs interactions avec les objets qu'on rajoute dans nos scènes. Donc, pas besoin de coder, mais c'est la même mentalité que de faire de la programmation quand même dans la façon qu'on va placer nos comportements. Ensuite de ça, ben, l'intégration avec le Creative Cloud, donc évidemment, la force du logiciel réside surtout dans sa synergie avec les autres logiciels de la suite, donc Photoshop, Illustrator, After Effects, Substance 3D, etc. Donc, qui nous permet de créer des éléments rapidement et aussi qui vont être compatibles avec le logiciel. On a aussi dans Dimension, qui est un logiciel d'édition 3D d'Adobe, des options qui nous permettent d'exporter directement vers Adobe Aero. Donc, les deux logiciels communiquent ensemble, donc c'est quand même super puissant, mais ce n'est pas obligatoire de travailler avec le Creative Cloud. On peut travailler avec Canva pour préparer nos éléments, on peut travailler avec un autre logiciel pour intégrer des éléments 2D, puis on peut travailler avec d'autres logiciels de 3D également pour préparer nos éléments. Donc, pas besoin de travailler nécessairement avec le Creative Cloud, mais cette synergie-là est vraiment intéressante. Donc, le partage facile, Eric, qui est vraiment simple si on compare avec ce que tu as essayé dans d'autres logiciels. Ben, la beauté, c'est que tu crées en local, c'est hébergé sur le nuage, puis c'est juste le code QR qui fait qu'on partage. Contrairement à tu sais, d'autres logiciels où est-ce qu'il faut que tu installes la scène complètement c'est sur la tablette ou sur le téléphone. Donc, c'est vraiment simple, là. C'est mon coup de cœur pour ça, là. Comme qu'on en discutait un peu tantôt, on n'a pas besoin de se servir d'un serveur FTP pour partager les expériences, vu qu'ils sont hébergés directement sur le site d'Adobe présentement. Donc, c'est un autre avantage. Des mises à jour bon, assez régulières, compatibilité multiplateforme, comme on le disait tantôt. Donc, autant qu'on soit Mac ou PC, qu'on soit iPhone ou Android, on a la compatibilité là, qui est vraiment, vraiment très bien de ce niveau-là. Donc, comme on le disait tantôt, donc pour ce qui est des différents types de sports, il y a une façon quand même particulière de travailler. Il faut savoir que la plupart du temps, on va créer nos scènes soit sur tablette ou sur PC. Bon, sur téléphone, ça peut être compliqué de monter une scène complexe avec l'espace qu'on a pour travailler. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille sur PC. Eric, avant, toi, tu travaillais sur Mac. Là, maintenant, tu es rendu sur PC, mais le workflow Exact. reste quand même le même. Donc, on prépare nos scènes. C'est plus facile sur un ordinateur avec l'espace de travail. C'est plus facile de construire la scène en 3D, mais c'est aussi plus facile de faire les différents comportements, les interactions qu'on va avoir à faire avec nos éléments. Et après ça, on va aller tester la réalité augmentée avec une tablette ou avec un téléphone, que ce soit Android, que ce soit iPhone, ça ne change rien. On va faire des ajustements. Des fois, on va se rendre compte que nos scènes, ben, les éléments ne sont pas assez grands, sont trop petits, ne sont pas bien placés par rapport à ce qu'on veut faire. On va revenir sur l'ordinateur, faire des ajustements et on va faire du va-et-vient comme ça jusqu'à temps qu'on soit satisfait de l'expérience pour ensuite la partager rapidement à partir d'un code QR. Voilà. Donc, au niveau de la compatibilité, Eric, tu veux-tu y aller? Ben oui, ce qui est la beauté que j'adore de cette application-là, c'est que ça se travaille directement à l'ordinateur. PC, Mac, ça va numéro un. C'est un peu demandant. J'avais un Mac sur un portable Mac. Quand que je voulais utiliser, mettons, Aero, puis après ça, OBS en même temps pour filmer, là, c'était trop demandant pour lui. Mais avec mon PC, à ce temps, je suis capable de jouer avec les deux. C'est quand même demandant. PC, Mac, Android, iPad, ça va super bien. Mais tu sais, travailler une scène de réalité augmentée, là, Johan, à l'ordinateur, ça va
tellement mieux que sur une tablette où est-ce que tu glisses avec ton doigt, là. Puis un grand écran, ça permet vraiment d'ajouter vraiment de la vie à tout ça, là. Donc, sur Qu'on pourrait, iPad, pardon? parenthèse, Eric, là, c'est que dans le fond, c'est important avec PC d'avoir quand même une bonne carte 3D. Je pense que sur Mac, le Mac fait la job, là, mais sur un PC, ça prend une bonne carte quand même si on veut faire des scènes assez complexes avec des textures. Ben, c'est du 1000K, là. Faut savoir Ouais. que c'est du 1000 pixels la limitation au niveau des textures. Pascal, c'est peut-être ça aussi que tu as comme problème dans tes scènes. Peut-être que tes textures sont trop élevées. On regardera ça ensemble éventuellement, là. Mais ça peut faire planter les scènes. Ouais, Euh, puis ouais. c'est un problème que j'avais eu avec Johan m'avait débugué au début. J'avais téléchargé un 3D, puis il se loadait mal, il faisait planter mes scènes. Puis Johan l'avait inspecté, puis il y avait des erreurs de polygone, si je me souviens bien, il faisait planter mon application, là. Fait que c'est tout le temps des affaires à regarder, surtout si on télécharge un peu n'importe quoi, comme je faisais, là. Puis même encore, j'ai eu une problématique hier où est-ce que je voulais ajouter de la couleur. Je vais commencer à ajouter de la couleur à des objets. Puis là, ça ne fonctionnait pas. Donc, il faut que je débug ça tantôt. Mais c'est ça, là, ça prend vraiment une bonne carte vidéo pour rouler ça, là, si possible. Si vous avez un ordinateur normal, ça se peut que ça soit lent, que ça soit difficile, là. Vous avez ici là, la liste des appareils qui sont supportés qu'on a rajoutés directement ici. Donc, gênez-vous pas pour aller voir si vos appareils fonctionnent avec ça. On voulait aussi rajouter que ben, ce qui est important, c'est de jamais ouvrir une scène sur les deux supports en même temps. Donc, on peut avoir des problèmes si on oublie de fermer une scène. Tu sais, par exemple, là, au récit, on va travailler à plusieurs endroits. On a nos ordinateurs portables, on a nos bureaux, on travaille à la maison aussi. Si vous oubliez de fermer une scène au bureau, ben après ça, quand vous êtes chez vous et que vous voulez tester, ben, la scène au bureau n'est pas fermée. Donc, il va falloir créer une copie puis travailler sur cette scène-là. Donc, ça peut créer des problèmes au niveau des interactions. Si vous avez la scène ouverte également sur votre téléphone ou sur votre iPad et que vous voulez aller faire des modifications sur le PC rapidement, n'oubliez pas de fermer la scène sur votre support mobile pour pouvoir aller travailler sur votre ordinateur après. Une autre problématique de débutant que j'ai vue, quand on scanne un code QR puis on voit la scène, c'est le fun. Puis après ça, le monde voit l'autre code QR puis essaie d'y aller directement. Adobe Aero n'ouvrira pas l'autre code QR. Il faut vraiment swiper la scène, rouvrir la caméra puis ouvrir le code QR pour que l'autre scène puisse apparaître, là. Je sais pas si je suis clair, là. Suis-je? Oui, parfait. On pourra faire le lien tantôt quand on sera rendu à faire une démonstration de partage pour que ce soit plus clair. Ça, c'est un exemple de workflow, donc de flux de production quand même assez complet. Ça peut avoir l'air compliqué comme ça, mais on va vous montrer là, rapidement. Premièrement, ben, ceux qui ont un téléphone ou une tablette, vous pouvez peut-être scanner le code QR pour voir le résultat en temps réel si jamais ça vous intéresse. Mais tu sais, si je vous explique rapidement le flux de production ici, ben, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est une animation d'un mécanisme en 2D pour faire un petit schéma animé. Donc, je crée mes éléments dans Photoshop, dans Illustrator. Pour d'autres personnes, ce serait peut-être Canva ou un autre logiciel, ça ferait pareil. Après ça, bon, je fais de l'animation dans After Effects, donc peu importe le logiciel d'animation que vous utilisez. Après ça, il va falloir exporter une séquence d'images de cette animation-là. Importer cette séquence d'images-là dans Adobe Aero. Rajouter un comportement qui va nous permettre de lire cette séquence d'images-là. Tester, peaufiner l'expérience. Donc, on fait du va-et-vient entre le PC et le support mobile. Oui, Eric? Une séquence d'images, là, mettons, je prends mon logiciel DaVinci Resolve, puis là, j'ai ma vidéo. Quand j'exporte en séquence d'images, c'est quelle extension que ça donne? C'est un format C'est une séquence d'images en PNG ou en JPEG. Si vous avez pas de si vous avez besoin de transparence, je vais privilégier le PNG. PNG. Si vous n'avez pas de transparence, je vais privilégier le JPEG parce qu'il va être plus léger un peu. OK, ça va donner un fichier qui va être zippé, qui va être compressé. Exact? Oui. Puis après ça, on importe ce fichier-là zippé directement dans l'application. Ouais, vous avez ma référence de vidéo YouTube ici en bas qui vous montre comment faire. Si jamais vous avez besoin de faire ce genre d'exercice-là, là. Tout est sur ma chaîne YouTube, fait que il n'y a pas de problème, vous allez passer au travers. Eric, t'as pas eu de misère, la vidéo était simple.
Oui, ben, au début, j'ai fait une gaffe. Je ne l'ai pas mis en PNG ou en JPEG. Je l'avais mis en TLJ, mais je me souviens pas trop quel format, mais ça donnait des fichiers genre de 2 gigs. Là. C'était impossible à importer dans l'application. Donc, il a fallu que je recommence. Là, des erreurs de débutant. Jenny, vas-y. Je me demandais, là, tu sais, je vois que ton numéro 1, c'est Photoshop Illustrator. Dans le fond, ça te prend-tu nécessairement cette application-là ou ça te prend juste la gestion, un logiciel de gestion d'image? N'importe quelle image, si tu l'as déjà. Sinon, moi, c'est parce que je l'ai créé, ça, ce schéma-là dans Photoshop Ok. Illustrator. C'est juste un exemple de flux de production pour l'exercice que j'ai fait, là. Mais tu Puis le sais, After Effects, il sert à quoi? c'est pour faire de l'animation. Fait que j'ai fait tourner mes roues pour le fun. Mon schéma il était animé. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. C'est juste un exemple que je montre ici. Puis tu sais, si tu as scanné le code QR, ici, tu vas voir dans le fond qu'il y a juste une petite animation là, comme ça. Fait que tu sais, ça peut être intéressant pour les enseignants de voir comment que les roues roulent dans tel sens. Tu sais, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Fait que comme je le disais tantôt, on fait du va-et-vient pour pas finir l'expérience en passant de l'ordinateur au support mobile. Fait que quand on est prêt après ça, on partage, puis voilà. On a un autre exemple ici avec exemple de flux de production en lien avec la photogrammétrie que j'avais présenté l'année passée. Donc, avec mon iPad, j'avais utilisé la photogrammétrie pour modéliser une drill. La drill en 3D, aussitôt qu'elle était complétée, je l'ai importée dans Adobe Aero. Après ça, j'ai encore pas fini mon expérience en passant du iPad à l'ordinateur. Et puis, voilà, tu sais, c'est aussi simple que ça. Et puis, autant qu'on ait un projet orienté 2D ou 3D, ça se fait très, très bien, là. Donc, peu importe le type d'expérience que vous voulez faire, 2D ou 3D, vous pouvez même mélanger tout ça ensemble. On a la possibilité d'intégrer de l'audio, de la vidéo, donc tout ça peut se mélanger avec différentes façons de travailler. Nomenclature, organisation, donc il y a quand même des trucs qu'il faut savoir avant de se lancer. Donc, la structure de dossier, nomenclature de fichier. Donc, éviter les E accent aigu, les A avec accent circonflexe, les C cédilles dans les noms de vos fichiers, les espaces, les accents, tout ça. Même, il faut privilégier les underscores. Donc, même les espaces, ça peut créer éventuellement des problèmes avec les textures. J'en ai eu, j'en ai vu. Eric, il y en a eu. Pascal, il y en a eu aussi récemment des problèmes avec ça. Ça Donc, vaut vraiment ça vaut c'est vraiment vraiment la peine de quand tu télécharges du matériel, d'aller changer le nom du fichier. Vraiment, là, ça va te sauver peut-être des heures de cassage de tête. Là. Adobe Aero est encore en bêta. Il y a des problèmes à ce niveau-là, au niveau de l'adresse où est-ce qu'il va te situer ton fichier sur ta machine. Donc, ton dossier aussi, toute ta structure de dossier, il faut que tu vérifies qu'il n'y ait pas d'accent. Sinon, il peut y avoir des problèmes de texture. Donc, si par exemple, vous avez un dossier qui a un E accent aigu, mais que votre projet il est dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier, même si le premier dossier de la structure a un accent aigu, on pourrait perdre des textures. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, même chose dans le nombre de fichiers. Prioriser de travailler avec des fichiers en 3D local également. Donc, si vous travaillez sur OneDrive en réseau, vous pouvez avoir des problèmes de latence et des problèmes de texture. Donc, il faut privilégier le travail local pour la construction des scènes qui vont être partagées de toute façon éventuellement sur le cloud d'Adobe, là. Ouais, c'est ce qui veut dire, c'est que quand tu as des fichiers à télécharger, tu télécharges ton ordinateur. Tu ne pas juste ouvrir ton document zip, tu les mets directement dans un dossier. Après ça, tu les envoies dans l'application. Là. Vraiment, là, c'est une grosse problématique. Là. Je l'ai fait dans ma formation. Là. Puis le monde qui prenait les fichiers directement du drive, puis l'envoyait dans l'application, il y avait des erreurs. Puis ceux qui les téléchargeaient sur l'ordinateur, puis l'envoyaient ensuite dans l'application, ça marchait super bien. Là. Travailler en local sur votre disque dur D ou C si vous n'avez pas de deuxième disque. Donc, ça va régler beaucoup de problèmes. Donc, les problèmes de nomenclature, il y a des problèmes au niveau de l'ouverture des scènes, l'importation des modèles. Vos modèles vont se retrouver pas de texture, donc vont se retrouver orange ou jaune. Donc, Gris. gris aussi. Mettre à jour votre système et vos pilotes graphiques avant la prod aussi. Donc, si vous travaillez avec une carte graphique NVIDIA, mettez à jour vos pilotes graphiques avant de travailler. Ça va régler bien des problèmes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? C'est clair pour tout le monde? Excellent, hein? Tiens, Eric, vas-y donc. Je te laisse aller un petit peu.
En ligne, accessible partout où il y a du réseau. Fait qu'il faut penser quand on va aller dans un centre de formation, là, tu sais, qu'est-ce que ça a de l'air, tu sais, le téléchargement. Moi, je l'ai vécu dans une classe, tu arrives, c'était tout en béton, le téléchargement était long. Il faut peut-être penser à travailler hors ligne, à les télécharger d'avance sur les tablettes pour qu'on puisse travailler hors ligne, dans le fond. La personne va scanner le code QR, puis va l'ouvrir dans l'ordinateur. Dans le fond, l'application va l'ouvrir directement dans la tablette pour avoir la scène au lieu de télécharger. Surtout, je commence à travailler avec des scènes qui sont quand même lourdes. On parle de 180 MB. Ça peut être long à télécharger ou est-ce que le réseau est moyen? Euh, je l'ai essayé dans le coin de Pascal en santé, puis c'était tout du béton, puis c'est long à télécharger. Fait qu'avant de faire vivre l'expérience à vos équipes d'enseignantes, assurez-vous que le réseau est vraiment bon ou prenez le temps de les mettre des télécharger au moins une fois dans la tablette. Là. Ça, tu l'as là, Johan? Ouais, Tu veux c'est compléter? comme. Ouais, ben, juste comme exemple, j'ai travaillé sur un projet en esthétique au centre polymétier à Rwanda. Puis, dans le fond, j'avais préparé une affiche avec des codes QR. Puis, tu sais, les étudiants qui peuvent y avoir accès avec leur téléphone. Mais si, par exemple, il y a une panne d'Internet ou puis l'enseignante voulait faire les activités quand même, on avait des iPads. Puis, sur les iPads, on a mis les activités en mode hors ligne, d'installer directement dessus. Donc, si jamais il y a un problème, ils peuvent utiliser là, cet iPad-là pour réaliser les activités de toute façon. Fait que on dépend pas exclusivement là, de l'Internet pour travailler avec ça. Donc, c'est quand même super intéressant. Donc, c'est un contenant Adobe Aero. C'est une plateforme vide, ok, qu'on va utiliser pour mettre des éléments dedans. Donc, c'est un gros bocal qu'on va aller rajouter un paquet d'ingrédients. La première chose à laquelle on va penser, évidemment, c'est des modèles 3D. Il y a des modèles 3D animés ou statiques. Euh, on va prioriser les fichiers GLB qui sont priorisés par Adobe en général, dans pas mal tous les logiciels qui utilisent la 3D d'Adobe. Sinon, on va travailler avec les FBX et les OBJ qui sont des formats là, quand même assez répandus. Oui, vas-y, Eric. Il y a d'autres formats qui marchent aussi, comme le STL, mais le STL va tomber juste gris parce que c'est un format qu'on prend pour l'impression 3D habituellement. Là. Il y a d'autres formats qui fonctionnent, mais je priorise vraiment GLB, FBX. OBJ, habituellement, ils sortent tous gris aussi. C'est bien le fun. La nuit, tous les chats sont gris, mais dans mes scènes, j'aimerais ça avoir un peu de couleur. Là. Pourquoi? On peut avoir des problèmes de texture si on travaille avec d'autres types de fichiers. Moi, je prioriserais vraiment ceux-là qui sont assez standards, puis qui sont priorisés aussi par les développeurs. Il y a un paquet de Euh, sites pour les convertir si on a besoin. Sans ça, il y a plein d'autres outils comme Blender qu'on peut les convertir également. Là. pour ce qui est des images, ben, on va travailler avec des JPEG, des fichiers Photoshop, PSD, donc des fichiers PNG également, comme on les a nommés tantôt, les TIFF, les GIF sont compatibles. Pour l'audio, Oui, vas-y, Eric. Juste une parenthèse, Johan, tu sais, est-ce que tout le monde connaît la différence entre un JPG ou un PNG? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou on prend un petit 30 secondes pour l'expliquer? 30 secondes. Bon, la beauté du PNG, c'est qu'il prend la transparence. Donc, on peut avoir un fond transparent, ce que tu ne peux pas avoir avec le JPEG. Là. Donc, dès que tu veux sauvegarder avec un fond transparent, tu es dans Canva, tu sauvegardes en PNG, tu vas avoir ton fond transparent. Si tu sauvegardes en PNG, en JPEG, excuse, tu vas avoir le fond blanc. Là. C'est vraiment la grosse différence entre les deux, c'est qu'il prend la transparence. Là. Fait que tu veux-tu rajouter de quoi là-dessus, Johan? Ouais, ben, les JPEG prennent pas la transparence, mais au niveau de la compression, il y a plus de possibilités. Il y a une échelle de compression, puis on peut aller chercher des fichiers plus légers. Ensuite de ça, pour ce qui est des PSD, c'est les fichiers Photoshop. Photoshop communique directement avec Adobe Aero. Fait qu'il peut exporter vers Adobe Aero, ce qui va nous faire peut-être sauver du temps un peu si on travaille avec ce genre d'outil-là plutôt qu'avec un outil qui fait pas partie de la suite d'Adobe. Mais bon, c'est comme ça qu'Adobe fonctionne en général. Après ça, il va y avoir pour l'audio, on va travailler avec du Wave puis du MP3, donc des fichiers quand même vraiment, vraiment standards. Je pense qu'il y a du OGG Vorbis aussi qui va fonctionner. On ne l'a pas écrit, c'est un fichier qui est peut-être un petit peu plus underground. Pour ce qui est de la vidéo,
Il n'y a pas de vidéo encore qui s'intègre directement dans le logiciel. Donc, on ne peut pas prendre un MP4 puis glisser dans Adobe Aero. Ça ne marche pas. Il faut vraiment utiliser un logiciel d'édition vidéo pour exporter la séquence vidéo en séquence d'images qu'on va importer par la suite dans le logiciel et ça va fonctionner. Puis, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment faire ça. Oui, vraiment, Oui, Johan. Le son ne suit pas. Donc, quand tu vas sauvegarder ton projet, prends le temps de sauvegarder la track de son, puis de l'importer en MP3, puis de les mettre en même temps. Parce que le son ne suivra pas dans une séquence d'images. Il faut vraiment ajouter les deux. Puis après ça, avec les comportements, là, s'arranger que ça soit synchronisé, là. C'est une affaire de rien, mais il faut vraiment sauvegarder en zip tes JPG ou tes PNG, puis après ça, ton audio, là. Donc, même chose pour l'animation 2D. Donc, ça va être comme une séquence vidéo qu'on va exporter de la même façon. Donc, on a partagé avec vous quelques petits sites qui hébergent des tonnes et des tonnes d'objets 3D. Donc, le plus connu de tous, Sketchfab. Ensuite, Turbo Squid, qui sont vraiment, vraiment très, très connus. On a CG Trader qui est quand même pas mal connu aussi. Après ça, on tombe dans Free 3D, c'est des modèles gratuits. Polypizza, que je connais même pas, Eric, si tu veux en parler. Non, c'est juste un Moyen. site moyen. Ben moyen. Donc, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est vraiment les trois que vous voyez ici, c'est vraiment comme les gros sites vraiment très connus. Il y a vraiment beaucoup d'objets. Il y a du gratuit, il y a du payant. Donc, il ne faut pas hésiter à partager éventuellement là, vos banques d'objets 3D. Si jamais vous tombez sur des nouvelles ressources, on pourrait se faire un fichier qui partage ces sites-là. Qu'est-ce que tu en dis, Eric? Ouais, puis il y a une rumeur, là, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on garde pour une place pour déposer nos 3D, puis qu'on ait une banque en formation professionnelle, parce que les enseignants puis les conseillers pédagogiques pourraient aller piger dans des 3D qui sont déjà trouvés, téléchargés, qui vont bien, là. C'est juste une rumeur, là. J'étais en train de regarder en même temps, de le mettre sur notre site Internet. Puis c'est le fun parce qu'on peut le plugger sur un Google Drive, fait qu'on pourrait avoir un 15 gigs. Ouais, ben, Ça va vite en 3D, mais ça pourrait déjà être un bon début. Ouais. ça va Yes. inonder le Moodle de fichiers, là. Bon, on a partagé aussi Attends un avec petit vous. peu, juste pour dire qu'on a fait pour le calendrier de l'Avent, on a créé une liste, Microsoft List de banques de ressources libres de droit, mais si vous voulez utiliser ça, puis si c'est payant, ben, à la limite, en tout cas, bref, je vais juste vous dire ça, je l'ai mis dans le clavardage. Si ça peut aider. Bien, Janine, merci beaucoup. On a partagé une liste en fait d'outils pour faire de l'édition 3D. Des outils gratuits, des outils payants. Rapidement, il y a Pen 3D que vous avez tous sur vos PC qui est là depuis Windows 10, je pense. Eric? Aucune idée, je ne me suis jamais servi de Paint 3D. Donc, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Si vous voulez tester, allez dans votre petit menu démarrer de Windows, regardez Pen 3D. Normalement, vous devriez être en mesure de le trouver. Vous pouvez commencer à jouer avec ça. Il y a Blender qui est un logiciel très, très puissant qui va rivaliser présentement avec Maya, avec 3ds Max, pour faire de l'animation, pour faire des effets visuels. C'est vraiment très, très puissant pour faire de l'animation. C'est gratuit complètement présentement. Donc, je le recommande à vous tous. Il y a Sketchfab qui est une version gratuite, une version payante. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux, mais c'est quand même assez accessible. Il y a Maya 3ds Max qui sont t'as pas eu gratuits. une question de les- Eric. Ouais, juste Oui, terminer. Ah, ben vas-y, garde. Vas-y, je terminerai après. c'était juste pour Sketchfab. Tu sais, là, avec les autres, je peux travailler des formes, mais Sketchfab, je peux juste héberger ou je peux travailler dedans? Tu peux travailler dedans. OK, Il y a une version en ligne aussi de Sketchfab. Ouais. c'est bon. Ben, merci. C'est quand même assez populaire Sketchfab là, présentement. Ce que je voulais dire, c'est que Maya et 3ds Max, ces deux logiciels d'Autodesk qui sont gratuits pour les étudiants et pour le domaine de l'éducation. Donc, vous pouvez tous faire une demande à Autodesk en allant sur le site d'Autodesk en demandant une licence 3ds Max. Et normalement, vu que vous êtes conseiller pédagogique, vous devriez avoir une licence pour travailler avec ces deux logiciels-là. Il y a Cinema 4D qui est payant. Je pense aussi qu'il est gratuit pour l'éducation, Lightwave, Houdini, qui sont peut-être dans la même situation.
Adobe Substance 3D qui va être une suite payante d'Adobe. Je pense que c'est 80 $ par mois. Il y a Adobe Dimension qui est un logiciel de 3D qui va être inclus. Donc, c'est le seul qui ne fait pas partie de la suite Substance 3D qui est inclus dans le Creative Cloud. Si jamais vous avez une licence Creative Cloud, vous allez avoir ce logiciel-là pour vous aider. Eric travaille avec Onshape. Ouais, ben, présentement, je travaille beaucoup à faire des situations de travail, donc avec des 3D qui existent déjà, de vraies machines ou de trucs plus industriels, des moteurs. Je travaille sur un moteur présentement de voiture, là, de vraiment le démonter. C'est une demande que j'ai eue. Puis c'est des 3D qui existent déjà. Puis je vais vous donner le site, là, GrabCAD. Je vais vous mettre le lien là-dedans dans le chat, là. Mais c'est des fichiers faits par des ingénieurs, donc c'est un vrai 3D avec plusieurs pièces qu'on peut monter, démonter. La problématique, c'est que ça vient avec des extensions propres à ces logiciels-là. Par exemple, Solid Edge chez PointPar, puis il faut les convertir soit en GLB, FBX ou BJ. Puis là c'est toute la problématique de donner des couleurs. Fait que je travaille là-dessus présentement. Là, c'est à suivre. Donc, il y avait SolidWorks, Solid Edge. On n'a pas marqué AutoCAD puis Autodesk Fusion, qui sont tous des logiciels vraiment techniques là, pour construction de pièces vraiment précises au millimètre près. Donc, c'est pas vraiment fait pour faire de l'animation ou des schémas animés ou des VFX. C'est vraiment fait pour faire des pièces techniques. Donc, ça dépend vraiment de l'orientation que vous avez pour travailler. L'espace de travail. Donc, comme dans tout logiciel de 3D, on va avoir à se familiariser avec ces principes-là. Donc, faire des orbites autour de nos objets, les déplacements latéraux, avancer, reculer. Donc, vous avez les trois fonctions qui sont affichées ici, mais ces concepts-là, on les retrouve dans tous les logiciels 3D. Donc, on n'a pas le choix de se familiariser avec ça pour travailler dans l'espace, pour aller placer nos objets dans l'espace, parce qu'on a trois axes maintenant. On va avoir le X, le Y et le Z qu'on va vous parler bientôt. Les raccourcis clavier, c'est 1, 2, 3, ou clic gauche, clic roulette, ou la roulette, la rouler pour avancer, reculer. Une des fonctions les plus utiles pour se recentrer sur un objet ou un ensemble d'objets, ça va être F, donc c'est super rapide pour se réorienter dans l'espace. Donc, que vous soyez dans Adobe Aero, dans un logiciel d'édition comme 3ds Max, Maya, Blender, etc., il va falloir développer cette façon de travailler, là, de naviguer dans l'espace qui est essentiel euh, au travail en 3D, qui s'applique dans tous les logiciels. Pour tous ceux qui ont déjà joué à des jeux vidéo, qui a déjà joué à des jeux vidéo ici en 3D? Levez la main. Ah, il n'y a pas beaucoup de gamers, mais les gamers sont habitués en 3D de se déplacer dans les espaces 3D avec des contrôles. Donc, c'est un petit peu plus rapide souvent quand on a déjà joué à des jeux vidéo de développer ces skills-là. Donc, on est déjà familier avec l'espace 3D, donc c'est un petit peu plus rapide habituellement. Alors, c'est quoi un gizmo en 3D? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec Gizmo des Gremlins. C'est quoi un gizmo? Un gizmo, c'est le petit schéma ici qui représente les trois axes que vous allez retrouver dans tous les logiciels de 3D, y compris dans Adobe Aero. OK, donc le gizmo, c'est un outil qui vous permet de faire différentes manipulations sur vos objets en 3D. Donc, vous avez la possibilité avec les flèches de bouger soit sur l'axe des X, des Y ou des Z. Donc, de côté, en profondeur ou en hauteur. Et vous avez aussi la possibilité souvent de pouvoir modifier l'échelle à partir du gizmo, modifier la rotation également à partir d'axes qui vont être représentés sur le gizmo. Donc, dans tous les logiciels de 3D, vous allez retrouver ce concept-là. Et la plupart du temps, dans tous les logiciels ou presque de 3D, vous allez avoir accès aux valeurs correspondantes, c'est-à-dire à la position en X dans l'espace de travail, la position en Y, en Z. Donc, vous avez vos trois valeurs ici que vous pouvez aller modifier avec les données directement à partir des valeurs sur votre clavier. Donc, vous pouvez travailler avec votre clavier pour changer tout ça. Les rotations vont être représentées en degrés, donc sur un axe de 360 degrés. Le scale ou l'échelle va être représenté ici en centimètres, Eric, dans Adobe Aero normalement.
Exact. Et vous avez aussi la taille, là, c'est ça directement de l'objet que vous avez importé. Donc, regardez ici, là, j'ai un objet à 264,33 cm en X, mais j'ai un scale à 0,6, donc il n'est pas à 100%, il est à 60% de sa taille, par exemple. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? C'est clair pour tout le monde? Voilà, on a un exemple ici on a l'interface d'Adobe Aero devant nous, et puis c'est pour vous montrer comment c'est structuré un peu, là, la façon qu'on travaille dans le logiciel. Donc, vous avez, premièrement, les calques qui vont se situer en haut à droite, comme ça. C'est un peu la même ergonomie qu'on retrouve dans Photoshop et dans Illustrator avec notre panneau de calque qui a toujours été placé de cette façon-là là, dans les outils Adobe. Donc, comme dans Photoshop et dans Illustrator, tous vos calques, donc tous vos éléments que vous allez importer dans votre scène vont être structurés ici, dans cet endroit-là, selon le nom que vous allez leur donner. Et vous allez avoir la possibilité de les bloquer avec un petit cadenas pour ne pas les accrocher. Et vous allez avoir la possibilité de les masquer avec le petit œil à droite ou de les rendre visibles, comme dans Photoshop et dans Illustrator. Les grouper aussi. On peut les grouper dans des dossiers et tout ça va nous servir à travailler de différentes façons avec les comportements qu'on va voir tantôt. Oui, Stéphane? Une question un peu bizarre. C'est bizarre, je m'entends sur l'autre ordinateur. Les calques, le premier calque est toujours superposé au premier, sauf que là, on est sur. Est-ce que ça fonctionne? C'est exemple, le premier calque en haut est par-dessus le deuxième. Est-ce que ça fonctionne un peu comme ça ou. Non. Parce que dans le fond, dans un espace 3D, c'est sûr que si les deux ont la même valeur, peut-être que oui, il faudrait tester, là, mais vu qu'on est dans un espace 3D, même si c'est le calque en dessous, mais qui est devant dans l'espace, il va être devant. OK, fait que tu l'ajustes vraiment avec tes trois axes qui sont dans Adobe Aero. Les calques n'ont pas d'importance du tout pour Les calques ont vraiment savoir une lequel est en importance premier. au niveau, mettons, de la visibilité, je te dirais, avec les petits yeux. Mais dans l'espace, mettons, un calque qui est en dessous peut être en avant ou en arrière. C'est vraiment comme la 3D qui va dominer. OK, merci. Excellente question. Éric, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais on va le voir, mais qu'on l'ouvre, là, dans le fond, les 3D peuvent rentrer en collision, puis ça ne fait pas un message d'erreur, ils font juste comme rentrer un dans l'autre, comme s'ils étaient On appelle ça de l'interpénétration. de l'interpénétration. Oui, exactement. Mais c'est ça, ça l'arrête pas quand ils se touchent, là, ils vont se fusionner, c'est tout ce qui arrive. Pour ce qui est des propriétés du calque, dans le fond, on va pouvoir sélectionner nos objets sur la scène. Donc, comme ici, on va avoir le petit soleil de sélectionner. Il va y avoir un encadré bleu autour de notre calque sélectionné, autant que ce soit un élément 2D ou 3D. Donc, c'est facile à repérer dans l'espace. Et si on appuie sur F, comme je vous l'ai montré tantôt, ben, on va pouvoir zoomer dessus automatiquement. Donc, ça, c'est quand même très pratique. Quand vous sélectionnez votre élément dans l'espace 3D ou dans votre scène ici, vous pouvez sélectionner également à cet endroit-là. Regardez ici, soleil, nuage neutre est sélectionné. Ben, aussitôt qu'on sélectionne un élément, on va avoir accès à ses propriétés. Et c'est là qu'on va pouvoir modifier directement à partir de valeurs avec notre clavier, la position, la rotation, l'échelle et la taille de notre objet. Donc, il faut vraiment sélectionner notre objet pour pouvoir accéder à ses propriétés. Ensuite de ça, vas-y donc, Eric, un petit peu. Parle-nous de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est des bons termes en anglophone, c'est des assets, c'est des objets qui sont déjà intégrés dans l'application qu'on peut ajouter à notre scène. Quand même, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel déjà qui est là. Tu vas nous faire une démonstration? Super. Fait que, Ouais. il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. Pour commencer, là, je vous dirais, là, allez jouer dans ce qui est gratuit. Commencez par ajouter du matériel, voir le 3D, créer le code QR, voir qu'est-ce que ça donne avant d'essayer d'intégrer du matériel qui vient d'ailleurs. Mais tu vois, à partir de que la chaise est ajoutée, tout ce qu'on a à faire, c'est créer le code QR, puis ça fonctionne. Elle existe, la chaise, là, donc c'est hyper facile. Puis des fois, avant d'aller chercher sur les sites, si on a de quoi là, qui ferait notre affaire, il y en a énormément qui est déjà là, puis qui fonctionne très bien, là. Chose importante, tout ce qu'on ajoute arrive toujours à l'origine. L'origine, vous vous souvenez de vos maths de secondaire 3, 2,
C'est le 0, 0, 0 en X, Y et Z. Et si je me souviens bien, moi, j'ai une secteur de l'usinage. En usinage, le Z, c'est la hauteur. Là, dans l'optique des jeux vidéo, le Z va être le longitudinal, le X, l'horizontal, puis le Y, le vertical, là. Mais ça, on le voit, là, c'est écrit sur le plan cartésien, là, X, Y, Z, là. Très bien. Puis, on fait le don de ton avion, là, on voit qu'elle rentre en collision avec la chaise. Ça l'arrête pas, puis ça ne fera pas de message d'erreur. Si tu fais la scène, ça va apparaître de cette façon-là, là. Donc, c'est juste des images, dans le fond, là. Donc, on disait tantôt, les calques offrent la possibilité de masquer des éléments, offrent la possibilité de bloquer les éléments. Donc, on a un cadenas, on ne peut plus le bouger dans l'espace, donc on ne peut plus l'accrocher. Et vous avez les propriétés ici que vous pouvez modifier, soit en cliquant et en modifiant la valeur avec votre clavier, mais vous pouvez aussi cliquer en maintenant foncé pour draguer comme ça avec la flèche pour changer rapidement la valeur, ce qui est quand même super pratique. Regardez, je vais aller faire une rotation juste en Y comme ça, très rapidement. Le scale ou l'échelle. Et donc, c'est quand même assez facile d'utilisation, hein. C'est pas si compliqué que ça. De facto, l'échelle, elle vient avec un cadenas, mais faites attention, ça m'est déjà arrivé de déborder le cadenas par inadvertance. Puis, je jouais avec l'échelle après, puis mon modèle devenait complètement déformé. Donc, il faut vraiment s'assurer que le cadenas soit là pour le scale, l'échelle. Les différents types d'ancrage, est-ce que tu veux en parler, Eric? Ah oui, vas-y. Le premier ancrage, la première chose, c'est de nommer votre projet. Donc, on lui donne un nom intéressant. Tu vois, le nom du projet qui est là, c'est pas un bon nom parce que Johan n'est pas notre dieu. Non, mais c'est parce qu'il y a des espaces. Donc, on essaie de ne pas avoir d'espace en partant. Et le premier ancrage que j'utilise la plupart du temps, même 100% du temps, c'est une surface. Donc, la surface peut être une surface horizontale ou verticale. Ça peut être intéressant si on veut que ça soit sur un mur ou sur un mur. Dans le fond, tout ce qui est vertical, d'habitude, c'est des murs. Une table, et vraiment. Puis horizontal, c'est intéressant quand c'est des. Moi, j'utilise surtout ça parce que c'est des gros projets que je fais. Donc, ils sont sur le plancher. Mais si tu veux que ce soit sur ta table aussi, ça va être horizontal. La géolocalisation, Johan avait essayé l'année passée avec notre ami Anthony. Il avait fait apparaître un dinosaure dans son À la sens. piste Ça de marche. course de Shawinigan. Ouais, vraiment intéressant. Par contre, moi, je l'ai essayé pour le faire apparaître dans une classe spécifique, mais ça marche avec Google Maps. Donc, tu sais, la localisation est quand même approximative, mais ça peut être de quoi essayer dans les journées d'accueil des nouveaux étudiants. On peut avoir une scène à l'entrée de l'école. Les gens scannent la scène avant d'entrer, puis un beau message de bienvenue. Puis les images, Un peu, Eric, juste une petite parenthèse. Dans le fond, l'encre de géolocaliser, en fait, c'est mieux de travailler avec une personne sur place qui va tester l'expérience. Tu sais, comme avec Anthony, par exemple, j'avais placé une maison à côté de son centre, mais elle volait, elle flottait à 10 mètres dans les airs. Donc, il m'appelait, il dit descends là un peu. Fait que là, ben, je allais dans mon logiciel, je repartageais l'expérience, il retestait. Puis il disait ah ouais, là, t'es presque, mais il te manque un petit 2 mètres. Fait que là, je refaisais encore les ajustements, puis on travaillait vraiment à deux comme ça pour pouvoir améliorer l'expérience. vraiment intéressant. Puis les images, l'ancrage des images, moi, je ne l'ai jamais testé, mais ça a l'air vraiment intéressant. Tu veux-tu nous en parler, Johan? Ouais, ben j'ai des démonstrations. En fait, c'est comme ici, on va avoir l'exemple de si on veut, par exemple, travailler sur une surface plate. Donc ici, j'avais un plan de maison avec un menu interactif qui fait apparaître des objets, qui fait apparaître, par exemple, le deuxième étage. Puis, tu sais, c'est vraiment un standard là, d'ancrage sur un espace plat. Donc, autant que ce soit horizontal ou vertical, on va travailler avec un objet comme celui-là. Ensuite de ça, ben si je pouvais par exemple le démarrer directement dans mon PowerPoint. C'est ici on a un exemple de géolocalisation. Je l'ai fait devant chez nous dans la rue parce que c'était facile pour moi de pouvoir sortir et aller faire les ajustements. Après ça, je rentrais dans la maison sur mon ordinateur, mais tu sais, il est vraiment là, devant chez moi, dans ma rue à l'avant, là. Donc
Au début, il était trop loin. Il était à 2-3 pâtés de maison un peu plus loin. Il fallait que je le rapproche là, en changeant les données. Mais c'est quand même assez facile à réaliser. Ça fonctionne bien. Ensuite de ça, on a un exemple en lien avec un ancrage d'image. Ça prend une image qui est quand même assez colorée puis qui a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont distincts dedans. Ici, j'ai utilisé une bande dessinée et c'est vraiment intéressant à quel point le logiciel il reconnaît bien cette image-là que j'ai rajoutée dans ma scène. Plutôt que je bouge, en fait, mon livre, mon expérience va suivre parfaitement là, l'orientation de la bande dessinée. Vous avez des questions là-dessus? Donc, c'est vraiment les 3 types d'ancrage qu'on a actuellement. Ça offre quand même beaucoup de possibilités, là. C'est sûr qu'il y a des limitations, là, mais Quand c'est tu ça vas faire qu'on a. l'ancrage par une image, est-ce que tu as un code QR qui va apparaître pareil pour démarrer la scène, puis après ça, tu vas chercher l'image? Même chose que d'habitude, sauf que dans le fond, l'expérience, quand elle va être sur ton iPad ou ton téléphone, elle va chercher l'image pour pouvoir s'ancrer. Donc, tant aussi longtemps qu'elle ne la trouve pas, l'expérience ne marchera pas. Elle va comme flotter, là. Ouais, très bonne question, Eric. On tomberait dans les comportements. Donc, les comportements, c'est la programmation, en fait, qu'il y a dans Adobe Aero pour pouvoir interagir avec les éléments dans nos expériences de réalité augmentée. Ça se situe en bas à gauche. Donc, il y a un petit bouton, là. Je peux vous ouvrir ça. Ici, tantôt, regardez, on a la bibliothèque qu'on peut fermer ou ouvrir avec ce bouton-là ici. Mais on a ici la fenêtre de comportement qui nous permet d'aller ajouter des actions sur nos éléments. On va vous faire une petite démonstration tantôt. Et puis, ben, dans les différents déclencheurs qu'on peut ajouter sur nos éléments, on en a 4 qui nous permettent d'interagir. Le premier, c'est début, ça, c'est-à-dire que ben, si par exemple on veut que notre objet commence à tourner au début de l'expérience, on va rajouter ça. Donc, ça va commencer tout de suite au début de l'expérience. L'objet va bouger. Ensuite de ça, on a appuyé, donc il faut vraiment aller cliquer avec notre doigt sur la tablette, sur l'objet pour pouvoir démarrer le comportement. Donc, je clique sur ma chaise et elle va se mettre à tourner, par exemple. Ensuite de ça, on va entrer dans sa zone de proximité. Donc, je m'approche de l'objet avec la tablette et mon téléphone. Et aussitôt que j'entre dans sa zone, on peut déterminer une distance là, en centimètres. Donc, aussitôt que je rentre dans la zone, ben là, l'objet va réagir. Par exemple, oui, vas-y, Eric. Ça peut être vraiment intéressant si vous faites une chasse au trésor, tu sais, le coffre se met à scintiller pour attirer l'attention. Ça peut être intéressant, là. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, on peut avoir aussi que c'est pas entrer dans la zone, c'est quand on sort de la zone. Donc, on peut rentrer, par exemple, en contact avec un objet, il ne réagira pas, il ne se passe rien. Puis, aussitôt qu'on quitte, ben là, il va se mettre à rebondir et à bouger. Donc, ça offre quand même énormément de possibilités. Je te laisse aller avec les différentes actions, Eric. Ben, une fois que l'action, le déclencheur est nommé, on peut soit lancer une animation, lire des images, lire le contenu audio, ce qui peut être vraiment intéressant, faire tourner, faire rebondir. Viser, je ne sais pas c'est quoi ça, Johan, c'est lancer l'objet? C'est dans le fond, il y a possibilité qu'un objet vise quelque chose, donc il peut te viser la personne qui se déplace avec l'iPad, fait qu'il peut s'en aller vers toi, genre, ou vers un autre objet. Ça peut être bon pour faire une présentation à l'Halloween. Donc, le faire rebondir, afficher. Donc, on peut changer comme Johan, tantôt, il changeait dans le fond, afficher, si on peut afficher, masquer. Donc, c'est comme un diaporama. On va masquer certaines choses, faire apparaître d'autres choses. Donc, ça peut être des PDF, des images. Ça peut être vraiment un autre 3D. Ça peut vraiment devenir vraiment interactif. Je dirais que c'est les Déplacer. actions qu'on sert le plus souvent, c'est masquer puis afficher, parce que tu sais, si on a des animations à faire apparaître, faire disparaître, c'est vraiment avec ces fonctions-là qu'on va travailler. Ouais, déplacer, ce que je travaille beaucoup présentement, ça va être redimensionné, là. Je travaille avec du mécanique, donc je veux démonter des choses, montrer des détails, c'est ce que je vais travailler le plus. Rotation, faire tourner quelque chose pour pouvoir montrer toutes les facettes à la personne sans qu'elle tourne autour de l'objet 3D. Parce que c'est en 3D, là, on peut se promener autour, aller en dessous, par-dessus, là. Mettre une orbite, suivre, attendre, puis ouvrir un URL. Ça peut être intéressant si on veut mettre un questionnaire
mettons un Google Form de quoi de même, quand on met un lien, puis la personne va toucher, mettons c'est une image, touche et le Google Forms va ouvrir. Fait à noter, on peut pas, on peut ajouter un code QR, c'est intéressant, mais l'application ne lira pas le code QR. Il faut vraiment un autre appareil pour lire le code QR. Fait qu'à partir de là, on peut travailler avec 2 appareils, c'est intéressant. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Johan? Suivre, c'est vraiment cool. Là. J'avais mis une méduse en 3D qui suivait mon garçon l'autre fois, là, puis il trouvait ça vraiment très intéressant. Mais tu sais, ouvrir l'URL, ça c'est vraiment cool. Là. Tu sais, dans le fond, si vous avez une expérience puis vous avez besoin de rajouter un tutoriel parce qu'il y a quelque chose de compliqué, ou si par exemple vous voulez mettre le logo du récit en bas de votre expérience, bon, qui va vous ramener vers le site du récit FP ou des trucs comme ça, on s'en sort quand même pas mal. Bon, on va faire une petite démonstration rapide, juste pour montrer à quel point on peut travailler simplement dans le logiciel. Donc, je vais juste faire une petite activité qui va intégrer un élément 3D, qui va aller rajouter un comportement et puis une action, juste pour voir que c'est pas si compliqué pour commencer à jouer avec ça. Après ça, peut-être que ça va vous éveiller puis vous allez avoir le goût d'aller tester des trucs. Donc, j'ai juste commencé avec une nouvelle scène. Donc, je vais faire un nouveau fichier. Tiens, je vais l'appeler test 34 parce que je dois en avoir une coupe. On va y aller. On va créer ça. Donc, ça nous amène directement dans le logiciel. Vous avez toujours vos fenêtres de comportement et de bibliothèque qui vont être ouvertes ou fermées selon votre façon de travailler précédente. J'ai une roue mécanique et je vais aller. On peut passer par le menu Fichier importer pour importer nos éléments. Il n'y a pas beaucoup de fonctions. C'est quand même, comme je vous l'ai dit, c'est juste un contenant Adobe Aero. C'est pas un logiciel là, qui est super complexe. C'est sûr qu'on peut aller pousser très très loin les comportements en les combinant ensemble. Puis on peut aller pousser très très loin l'expérience en générant des éléments en 2D, en 3D, en les combinant ensemble avec de l'audio aussi. Mais tu sais, c'est dans votre tête que ça se passe. Tu sais, je veux dire, après ça, dans le logiciel d'utilisation, on avance progressivement, puis c'est pas si compliqué. C'est sûr qu'il y a toujours des solutions qu'on peut trouver pour régler les problèmes. Donc, on va aller juste glisser. Ici, j'ai un FBX qui est un des fichiers qu'on vous a nommé tantôt. Donc, on va aller le glisser ici. Et on va attendre quelques secondes pour l'importation. Donc, évidemment, si vous avez un fichier qui a des textures qui sont trop grandes, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'importation. OK? Adobe Aero, présentement, dans la bêta, est limité à des fichiers de 1000K, c'est-à-dire de 1000 pixels par 1000 pixels au niveau des textures, ce qui est quand même raisonnable. Mais présentement, là, quand on fait des effets visuels, des animations complexes en 3D, on travaille avec des fichiers 8K ou même 16K, donc 16 000 pixels par 16 000 pixels pour avoir du photoréalisme au niveau de la peau, au niveau des pores de la peau, avec les êtres humains, par exemple. Mais regardez, c'est quand même assez long avec cette texture-là. Hop, et puis là, ça fonctionne. OK? Donc, comme je vous l'ai montré tantôt, on peut orbiter autour de notre objet avec le bouton droit de la souris enfoncé. Avec la roulette enfoncée, on peut se déplacer de façon latérale. Et avec la roulette qui roule, là, ça ne va pas très très vite dans mon cas, là, donc je peux m'avancer ou reculer comme ça. Sinon, on va utiliser la touche 1 pour faire des orbites, la touche 2 pour se déplacer latéralement et la touche 3 pour avancer, reculer. Donc, ce qui va quand même bien. Dans tous les logiciels d'Adobe, c'est V qui est la flèche pour déplacer des objets. Donc, on utilise V comme dans Photoshop, dans Illustrator, dans After Effects, Premiere. Donc, c'est toujours V. OK? Puis, regardez, si jamais vous avez des questions sur les raccourcis clavier, regardez, là, il y en a qui sont écrits tout de suite au-dessus. Donc, moi, je vous ai dit 1, 2, 3, mais vous avez E, vous avez R, vous avez S aussi qui va correspondre au... regardez, 1 ici, 2 et 3. Donc, tous les raccourcis clavier sont déjà indiqués à côté des outils quand vous survolez avec la souris. Donc, voilà, vous avez votre gizmo qui est là, qui vous permet là, de vous déplacer dans l'espace, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, on va aller chercher les différentes flèches pour vous déplacer en position. Après ça, vous allez aller chercher les cercles pour jouer avec les orbites dans l'axe que vous voulez. Quand vous importez vos objets, vous avez le pivot au point qui va être placé peut-être en bas de votre objet là, par défaut. Là, le pivot au point, c'est l'endroit à partir de lequel votre objet va faire une rotation. Par exemple, moi, si je voudrais avoir une rotation à partir d'un autre axe,
Ben, il y a plusieurs façons de fonctionner. Premièrement, dans les propriétés de votre objet, regardez, vous allez avoir l'option du pivot qui va être placé en bas, mais vous pouvez le placer, par exemple, au centre. Donc, regardez maintenant, quand je vais faire des orbites ou des rotations, ça va se faire à partir du centre plutôt que du bas. Donc, on peut aller modifier cet aspect-là qui est quand même important. OK? Il y a d'autres petites astuces là, que je vais vous montrer tantôt. Donc, si par exemple, je voudrais faire une expérience qui fait en sorte que la roue tourne au début de l'expérience, ou si jamais je clique dessus, c'est quand même assez facile de travailler, là. Premièrement, on peut tester notre expérience avec le bouton Preview en haut. Donc, aussitôt que j'appuie sur Preview, hop, mon expérience me montre de quoi elle va avoir l'air. Là, présentement, il n'y a rien, il y a juste un objet 3D dans ma scène. Donc, c'est assez basique. Mais si je veux animer ça au début de mon expérience, on va aller jouer avec nos comportements, la fenêtre que je vous ai montrée tantôt. Donc, on va aller ouvrir Créateur de comportement et on va aller rajouter un déclencheur. Donc, comme je vous l'ai montré tantôt, il y a 4 types de déclencheurs. On va aller chercher début, si on veut avoir quelque chose qui va démarrer en démarrant l'expérience. On va aller chercher ça. Et là, il n'y a rien qui va se passer parce qu'il n'y a pas d'action. Okay? Donc, j'ai rajouté un déclencheur. Oui, ça va se déclencher au début de l'expérience, mais il n'y a pas d'action qui a été rajoutée sur mon objet. Donc, je vais devoir aller chercher ici avec le bouton d'action, une des actions qu'on vous a présentées tantôt. Et là, pour faire vraiment simple, je vais aller chercher faire tourner. OK? Quand je vais aller chercher faire tourner, ben déjà, il doit avoir des propriétés par défaut. Donc, si j'appuie sur Preview, regardez, mon objet va déjà tourner par défaut. OK? Donc, il va tourner une fois. Si je vais aller modifier les propriétés de cette action-là, on va se retrouver à aller sélectionner l'objet. Et dans les propriétés de cet objet-là, on a un paquet d'options. Premièrement, on peut changer l'action en haut. Si on n'est pas satisfait là, de l'action qu'on a appliquée, on pourrait aller changer ça. On pourrait aller changer le sujet aussi. Donc, si jamais j'ai plusieurs sujets, ben, cette action-là, je pourrais dire, ben, finalement, elle ne va pas s'appliquer à ma roue, elle va s'appliquer à ma chaise, par exemple. Donc, je pourrais aller modifier le sujet qui va recevoir cette action-là. Ensuite de ça, bon, si je veux aller faire tourner ma roue sur un autre axe, je vais aller chercher peut-être l'axe des Z, je peux aller tester. OK? Donc, ça va tourner comme ça. Donc là, moi, j'ai un problème avec cet objet-là. Il tourne à partir de son point pivot qui est en bas. J'ai pourtant modifié le point pivot pour le centre. Donc, moi, j'ai une petite façon de fonctionner avec ça. Si jamais vous avez un point pivot à modifier pour vos objets, ce que je fais, c'est que je vais aller créer un groupe dans mes calques. Hop. Et je vais aller placer mon objet dedans. Et puis, mon groupe, je m'assure que le point pivot est au centre. Si je m'en vais sélectionner, par exemple, ah, OK, parfait, ça fonctionne. J'ai encore mon action qui est placée sur ma roue d'entrée, mais je vais aller changer le sujet. Je vais aller choisir le groupe à la place que j'aurais pu renommer. Je le laisse appeler groupe par défaut. Regardez, là, maintenant, je vais avoir mon point pivot qui va fonctionner au bon endroit. Donc, petite astuce que je vous montre ici. Ensuite de ça, ben, là, j'ai juste un tour. Si je veux que ça tourne à l'infini, on a toujours l'option, ben pas toujours, mais dans beaucoup, beaucoup d'actions, on a l'option en bas qui s'appelle infini. Donc, si je clique là-dessus et que je reteste, donc c'est vraiment d'aller modifier les paramètres, de retester. Donc là, j'ai une animation qui est progressive, qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle fait son animation, elle ralentit, elle arrête. Et elle la refait en boucle tout le temps. Si je veux avoir une animation qui est linéaire, dans les propriétés de mon animation, j'ai ça aussi, regardez. Dans le type d'accélération, là, j'ai un lissage entrée-sortie. Je vais aller chercher linéaire. OK? Et là, je vais avoir une animation linéaire comme ça. Ensuite de ça, si on trouve que l'animation est trop rapide, on pourrait, par exemple, aller chercher la durée ici. Donc, l'animation se fait en 2 secondes, donc un tour complet de 360 en 2 secondes. Si on voudrait que le tour complet qui se répète en 2 secondes soit plus lent, on va lui dire 10 secondes, par exemple. Et regardez, là, je vais avoir une roue qui va tourner vraiment lentement. OK? Donc, il faut vraiment juste tester les différentes propriétés de nos actions, aller sur Preview, aller les modifier, refaire Preview. On teste toujours comme ça pour voir c'est quoi les possibilités de toutes ces actions-là. Si on revient ici, là, regardez, on en a un paquet qui sont vraiment intéressantes. Commencez avec des actions qui sont plus faciles, comme faire tourner, déplacer, redimensionner, rotation. Donc, ça, c'est toutes des actions qui sont quand même simples à utiliser. Commencez avec ça. Vous allez vous faire la main, tester vos trucs. Et puis après ça, allez voir avec la tablette qu'est-ce que ça donne.
et vous allez triper. Donc voilà pour la démonstration. Le partage, Éric, maintenant. Yes! OK, tu me dis à peau, je partage? Tu y vas? OK. Ah, OK. Je vais te partager mon écran. Ben, tu as le petit piton qui est share, qui veut dire partage en français, qui est dans le coin. On a juste à aller cliquer dessus. Et on clique dessus. Prochaine diapo, Télésino. Ensuite, il faut créer link, qui va être créé un lien. Ça peut être un peu long, c'est dépendamment de la grosseur, là, du nombre de megs que ton expérience a. Adobe Aero, je crois qu'il recommande pas plus que 50 megs, mais j'en ai d'une centaine de megs qui fonctionnent super bien, là. Fait que là, tu as ton code QR qui apparaît. Puis à partir de là, tu peux le télécharger, download. Moi, je fais des captures d'écran, puis je vais les déposer ailleurs. Je suis trop large pour télécharger les choses. Puis, ce qui est important, là, c'est que, mettons, tu vas faire ton expérience, là. Tu vas la créer, puis là, tu reviens faire un changement, tu refais share. Ton code QR, lui, ne bouge pas. Il faut vraiment faire, tu vois en bas, là, c'est marqué Apply Change, là, juste en haut du 5.10 MB. Il faut vraiment cliquer sur le Apply Change à chaque fois qu'on fait une modification pour que ta scène ait les modifications. Il faut vraiment, vraiment peser là-dessus. C'est important. On s'en va sur Share. C'est la première fois que l'expérience a été faite. On va créer notre lien. On laisse le temps de uploader ça sur le serveur. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps des fois. On a une expérience à 38 MB. Quand même une bonne. Et voilà! Donc, le code QR est fonctionnel. Vous pouvez scanner tout de suite l'expérience et la tester sur votre espace de travail, par exemple. Donc, comme Eric vient de le dire, aussitôt qu'on va appliquer des modifications, donc si je déplace, par exemple, ma roue dans l'espace, c'est une modification. Donc, l'expérience a été modifiée. Il ne faut pas oublier de revenir sur le bouton Share et refaire Apply Change pour mettre à jour l'expérience à chaque fois qu'on fait des modifications. J'ai oublié qu'on peut copier le lien puis l'envoyer, mettons, par courriel ou par Messenger, peu importe. Mais si on l'envoie à un appareil mobile, on ne l'envoie pas à un ordinateur. L'ordinateur ne pourra pas lire la scène. Donc, comme là, j'ai partagé le lien qui va apparaître de cette façon-là. Donc, vous pouvez partager directement avec un lien web. Donc, c'est cool pour mettre ça sur Moodle, c'est cool pour envoyer ça à vos amis. Après ça, eux autres, ils vont pouvoir aller scanner le code QR assez facilement à partir de là. Autre. Donc voilà, on a beaucoup d'exemples de différentes intégrations donc, qui sont partagées ici avec vous, qu'on vous a montré. Et puis, Eric a travaillé sur un jeu d'évasion que vous connaissez aussi beaucoup, qui est un autre très bel exemple d'utilisation d'Adobe Aero. Donc, on a des petits exemples à vous montrer. Ça, c'est la roue qu'on vient de faire. Le plan de maison que je vous ai montré tantôt. Le plan de maison, ce qui est intéressant, ok, celui que j'ai mis sur la table tantôt, c'est qu'une fois qu'on a discuté entre collègues de ce plan-là, par exemple, autour d'un bureau, autour d'une table, on a la possibilité de le mettre en taille réelle et d'aller se promener dedans. Donc là, par exemple, si vous avez beaucoup d'espace, comme à l'extérieur ou dans un gymnase, vous pouvez mettre la maison en taille réelle. Vous pouvez faire apparaître des meubles, faire apparaître des différentes pièces. Et on peut aller se promener à l'intérieur. Évidemment, on peut passer à travers les murs. On peut voir si ça nous convient, la disposition de nos éléments. Donc ça, on peut faire ça en architecture, en charpenterie, menuiserie. C'est quelque chose qui est super intéressant. Santé, L'autre fois, sécurité, il y a de quoi faire avec ça, là. on travaillait avec une cabane à pêche l'autre fois, et puis on disposait nos éléments dans la cabane à pêche. Bon, le petit poêle, je veux-tu le mettre à gauche, je veux-tu le mettre à droite? Mon châssis ou ma fenêtre, est-tu assez grande? Est-ce que ça me plaît ou je veux quelque chose de différent? Ben, en le voyant en temps réel, en allant dedans, on peut constater des choses qu'on ne voit pas vraiment en modèle réduit, là. Donc, ça, c'est quelque chose de super intéressant. Comme on le disait tantôt avec Eric, on peut intégrer de la vidéo et de l'audio, de la 3D, du 2D. Ici, là, j'ai vraiment tout en même temps. Je n'ai pas partagé mon audio, vous ne l'entendez pas, là, mais vraiment synchronisé avec la vidéo. Donc, on peut vraiment tout mélanger ça ensemble.
En esthétique, là, je travaille sur un projet pour les problèmes de peau, donc pour les étudiants qui ont besoin de cobayes. Quand ils n'ont pas de cobayes, ils travaillent avec des modèles comme ceux-là pour remplir leur fiche d'évaluation, par exemple, ce qui est quand même super intéressant. On partage les expériences comme ça sur un poster qu'on va placer dans la classe et les étudiants vont pouvoir aller scanner les codes QR directement pour pouvoir tester. Comme je vous l'ai montré tantôt aussi, on peut utiliser un code QR pour partager d'autres choses comme j'ai partagé par exemple le site du Polymétier, le site du Récit FP qui nous envoie vers d'autres références. J'ai ma chaîne YouTube qui peut répondre à plusieurs questions si jamais vous avez des problèmes techniques. Donc, n'hésitez pas à la consulter, comme Pascal en a eu besoin récemment là, pour travailler avec Mixamo. Jean-François, tu as une question? Je t'écoute. On peut-tu numériser avec une caméra 360 un espace, puis l'amener, puis le digitaliser, le transformer en objet 3D? Ce qu'on pourrait faire, Jean-François, en fait, c'est qu'on pourrait prendre la texture de la caméra 360, de l'image, puis on pourrait la mettre sur une sphère gigantesque, Ouais. l'appliquer sur la sphère gigantesque, puis mettre la sphère vraiment très, très grande. Fait que ça serait vraiment une belle expérience qu'on pourrait tester prochainement, si ça Parce que je t'intéresse. pense à vendre conseil en immersion, là, tu sais, on peut-tu numériser un magasin informatique, puis Ça on prend amène une sphère l'élève avec la là-dedans? texture dessus. Ouais, ça fonctionnerait. OK. Ce serait bon à tester. On va faire ça bientôt. OK. Très bonne idée. Caroline? Oui. Tantôt, ton dinosaure là, que tu as placé dans ta rue devant ta maison, là, Oui. tu disais que tu rentrais souvent, tu as rentré quelques fois à l'intérieur pour faire des ajustements. À quelle Ouais. étape de ta démarche, est-ce que c'est de le placer sur Google Maps ou tu Au niveau de retournais dans. au niveau de l'ancrage, il y a des données de géolocalisation qu'il faut aller entrer là, pour contrôler de cette façon-là. C'est ça que tu devais aller. Ouais, je devais rentrer en dedans, comme avec Anthony quand j'avais la maison qui flottait dans les airs. Je devais aller changer la position dans l'espace, soit verticale ou soit horizontale. Si par exemple ma maison est trop haute dans les airs, ben, elle va flotter dans les airs. Donc il m'appelait, il disait descendez de quelques mètres. Fait que là, je la descendais de quelques mètres pour faire l'ajustement. Mais tu travaillais dans le logiciel. Oui. Je OK. retournais faire les modifications dans le logiciel. Après ça, je rappelais Anthony. Puis, es-tu correct la maison? Non, descendait encore de 2 mètres. Donc, je retournais dans le logiciel, je faisais les modifications, je faisais le Apply Change pour, OK. comme je l'ai montré tantôt, pour pouvoir repartager l'expérience. OK, merci. Yes. Ensuite de ça, Eric, vas-y. Ben, ça, c'est le truc chouette que je donnais dans ma présentation sur le jeu d'évasion parce que je voulais que les gens pratiquent chez eux. Ces liens, c'est 4 fichiers que tu peux télécharger directement sur ton ordinateur, il n'y a pas de virus, là. Puis il y a un tutoriel de 22 minutes si tu veux pratiquer. Tu vas faire cette scène-là. Là, c'est un docteur qui dit c'est de sacré bonne bine. Puis quand tu pèses sur la photo, ça va dire c'est de sacré bonne bine. C'est un beau petit exercice qui va vous prendre 20 minutes. Puis après ça, tu vas être capable de faire des scènes simples. Yeah. Donc, petit tuto que Eric a fait qui est accessible à tous. Dessus de ça, tu avais ton article. Ouais, j'ai écrit un article sur la création du jeu d'évasion, parce que je parle un petit peu de Biaero, puis je parle un petit peu de Reality Composer aussi, fait que ça te permet de comparer un peu les deux. Puis je te donne le lien aussi avec tous les documents pour créer, puis pour du jeu d'évasion qui sont là, mais je suis sûr que vous les avez tous déjà. Juste avant de passer aux questions, je voulais faire une petite démonstration de scène un petit peu plus complexe que je voulais partager avec vous. Tantôt, je vous ai montré là, le livre. Donc, regardez, là, comme lorsqu'on a un point d'ancrage sur une image, OK? Donc, j'ai placé ma photo comme ça dans mon expérience. Et puis, dans le type de point d'ancrage ici, regardez, j'ai été placer mon image comme ça. Et vous l'avez vu dans la vidéo tantôt, là, c'était reconnu quand même assez facilement. Donc, ça, c'est une scène un petit peu plus complexe. Pour tester, on va avoir une animation avec des images de nuages et de soleil qui sont comme ça. Et si jamais, par exemple, je clique sur 6 x 7 égale 42, quand je choisis la bonne réponse, ça va être encerclé, puis mes petits animations vont changer, vont être contents. 80 divisé par 5, si je me trompe, là, j'ai de la misère à cliquer. Sur un vrai iPad, ça fonctionnerait peut-être mieux. Là. Donc, regardez, ça fonctionne encore bien. 9 x 3 égale 27. Si je dis que c'est faux,
et que je me trompe, ben là, mes petits amis ils vont pleurer, là, finalement. Donc, ça, c'est des trucs quand même assez intéressants à développer. On va voir que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui ont été rajoutées sur chacun des acteurs, chacun des calques. Donc, tu sais, oui, j'ai mes animations qui commencent au début d'animation. Après ça, si je clique sur le soleil, ben, ou si je clique sur un élément, bon, le soleil, l'animation du soleil va être masquée ou va être cachée. Donc, c'est toutes des choses qui sont gérées à partir des actions puis des déclencheurs que je vous ai montrés tantôt. Donc, tout ça a été géré avec des éléments 2D. Si je vous montre une expérience plus complexe avec de la 3D puis Mixamo, un logiciel qui vous permet là, de travailler avec des animations que Pascal utilise en ce moment avec un projet pour un projet avec leur centre, là. Vous avez ici un modèle 3D qui a des animations dessus. Regardez, je vais avoir une animation de idle, donc la personne a l'air de respirer, bouge un peu au début de l'expérience. Et aussitôt qu'on va aller cliquer sur un des boutons, par exemple, il va faire une animation. Donc, comme là, ici, je le fais faire les jumping jacks. Si j'appuie sur 2 ici, il va aller faire un autre mouvement. Et puis, si j'appuie sur 3, il va aller faire des push-ups comme ça. Donc, on peut vraiment gérer les animations directement avec des contrôleurs comme ça, ce qui est vraiment, vraiment intéressant pour différentes activités. Peux-tu partager de quoi aussi, Johan? Oui, vas-y. Ça va prendre 3 secondes. Oui, certainement, vas-y. Vous voyez bien mon écran? Non? Oui, on voit bien ton écran. Non. Ah, OK. Parfait. Ah. Quand je parle de mécanique, là, ici, là, c'est ça, c'est des éléments, tu sais, comme là, ici, c'est un moteur, on connaît bien un moteur. C'est vraiment dans ce style-là que je veux faire. Présentement, je travaille avec des enseignants. Certains vont recevoir des courriels parce que c'est dans votre CS, là, je leur ai parlé hier. Puis quand on va regarder en prévu, ce que ça va donner, c'est que, mettons, je vais cliquer dessus, on va pouvoir voir l'intérieur là, du moteur, enlever certains éléments. Puis là, c'est tout l'aspect pédagogique qui manque. Là, c'est comme ici, les apprenants vont pouvoir venir voir vraiment l'intérieur ici. Là, mais tout l'aspect pédagogique, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est bien beau en 3D, mais ça prend vraiment l'ajout, le pédagogique. C'est identifié parce qu'on peut ajouter des flèches, on va donner un Google Form après, mais c'est tout cet aspect-là, mais c'est quand même très intéressant là, pour ce que ça donne. Pour les couleurs, je les ai rajoutées dans Blender. Petite problématique encore de ce côté-là, mais c'est un workflow, comme on dit, à développer. Là. Et voilà. Donc, on tombe aux questions. On va mettre ça comme, quand même pour l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des idées de projets ou des problèmes avec lesquels on pourrait vous aider? Est-ce qu'il y a des choses à laquelle on n'a pas répondu dans notre présentation? Vous Je avez pense des qu'il va falloir surtout interrogations? l'essayer. Ouais. Simple, Gianni, au début. Simple, partage, essaie. Si tu fais trop le complexe, c'est des erreurs que j'ai faites. Voilà. Même hier, aller dans le trop complexe, puis après ça, tu te dis, ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que je revienne dans mon workflow. Simple. Est-ce que j'ai comme eu une idée pendant la formation, puis ça n'a rien à voir avec la job, mais ma nièce, elle est en ce moment sur un voilier quelque part en Nouvelle-Zélande avec toute sa famille, puis ça va être sa fête la semaine prochaine. Fait que tu sais, je pourrais lui envoyer un petit bonne fête qu'elle va pouvoir scanner, tu sais, ça pourrait être comme premier essai vraiment facile, mais elle, même si elle est là-bas, il n'y a pas de zone Si à l'international. à l'Internet, ça va marcher. Bon. Ça peut être Oui. cool, Noël s'en vient, tu sais, on peut faire des tests pour les gens, les enfants autour de nous, les gens, tu sais, leur envoyer un petit message. Ben, si c'est une motivation que tu as, moi, je la prendrais pour pouvoir commencer. N'importe quelle motivation va être bonne. C'est ça. Puis là, ben, en fait, la vidéo qu'on a enregistrée aujourd'hui, vous allez pouvoir la partager éventuellement à vos enseignants si jamais ils ont des besoins. Fait que, ils vont avoir la présentation, ils vont avoir la vidéo comme initiation au logiciel. Moi, Johan, j'ai une rencontre avec des enseignants le 19 décembre à 8h30 pour le projet d'immersif en vente conseil. Mhm. Fait que je t'invite à venir si tu veux pour expliquer un peu. Tu les enseignantes de la Beauce ou. Ah, j'en ai plusieurs, là. Ok. Parce qu'en Beauce, on est déjà en travail avec eux. Là. En vente conseil, Ouais. C'est quand la date, Jean-François? le 19 décembre.
J'ai Beau Chemin, Mélanie Labrec. Ouais, c'est elle. Elle va être là. Tu peux m'envoyer une invitation, le 19, je pense que c'est bon. Nous, en Outaouais, on a fait faire un jeu d'évasion avec des boîtes là, physiques. Là. Puis on voudrait peut-être en avoir un, là, justement, qui est numérique pour faciliter là, plein d'aspects, là, tu sais, le transport, l'utilisation à plusieurs places en même temps, tout ça. Donc, on va peut-être se lancer là, dans un objet promotionnel des programmes avec l'exemple là, du jeu d'évasion d'Éric pour mettre, en avoir un là, qui est exportable là, plus facilement avec les flottes d'iPad qu'on a. Donc, c'est un projet avec lequel je vais travailler avec une agente de développement ici. Là. Donc, tranquillement, pas vite, on va regarder ce qu'on peut faire. Il s'en développe un peu partout au Québec. Là. J'ai souvent des courriels. Il y en a même en secrétariat comptabilité qui se développent présentement. Là. Fait que, ça fait des petits. J'ai oublié de Bon, ben, dire. j'ai bien hâte d'essayer ça. J'ai oublié de dire que si jamais, bon, il y a des gens qui écoutent la vidéo d'enregistrement et que vous avez des questions, gênez-vous pas d'aller sur le Salon national des enseignants d'AFP pour pouvoir poser vos questions dans la section réalité étendue. Ça va nous faire plaisir de recevoir des questions dans cet espace également. Vous avez aussi un paquet d'expériences disponibles à la fin de notre présentation que je vous invite à tester à la maison. Donc, amusez-vous. Donc, Janie, tu peux envoyer ça à ta famille si tu veux, pour Noël. Donc voilà, ça fait le tour. On a d'autres choses à dire, Eric?